Et voilà, on est parti, super. Je suis vraiment ravie d'être là avec chacune de vous. Je ne vous dis pas comme ça me met en grande joie de vous partager ce temps. C'est vraiment magnifique. Donc, merci à vous d'être là. Merci à vous de vous faire ce cadeau d'être là avec moi et de regarder ces replays si vous êtes en replay. Alors, donc, on va être à nouveau ensemble pendant 1 heure. Vous savez, hier, on a parlé de quelque chose qui nous impacte toutes dans les difficultés que nous vivons avec nos enfants. Et cette chose-là, c'était le stress. Ça nous impacte, nous, en tant que maman, ça nous impacte, nous, en tant que femmes, ça impacte nos enfants, ça nous impacte partout dans notre vie. Et ça a un rôle vraiment qui vient amener, en fait, quelque chose qui peut être un facteur qui nous empêche d'avoir la relation qu'on veut avec nos enfants et de pouvoir agir comme on souhaiterait pouvoir le faire en tant que maman. Aujourd'hui, on va venir voir qu'est-ce qui se passe avec nos enfants au niveau de leur comportement et surtout de leur comportement difficile. Comment est-ce qu'on peut les accompagner dans leur comportement difficile? Je laisse Coralie entrer en même temps. Et demain, on viendra parler comment devenir une maman et surtout une femme profondément heureuse et épanouie. Donc pour aujourd'hui, on va parler de ce comportement de nos enfants. Et pour démarrer, j'ai quelques questions pour vous que je vous laisse répondre dans les commentaires dans le Zoom. À votre avis, comment est-ce que nos enfants voient le monde? Est-ce qu'ils voient le monde comme nous, à petite échelle? Est-ce qu'ils voient le monde différemment? Si c'est différemment, comment est-ce que c'est différent? Comment est-ce que nos enfants voient le monde? Tu dis à petite échelle et différent, car pas de vision sur le futur. Ah, c'est encore Aline, il n'y a pas de souci. Génial, je suis ravie de t'avoir à nouveau avec nous. Stéphanie, tu dis différemment. Virginie, tu dis différent à leur petit monde, à eux, mais lequel? Est-ce que, à votre avis, les enfants sont capables de nous manipuler? Ouais, Virginie, tu dis, je sais que non, mais ça en a l'air parfois. Aline, tu dis oui, ils peuvent sans forcément qu'il y ait du mal. Stéphanie, tu dis non, je pense pas qu'ils nous manipulent, ils expriment juste leurs besoins. Pour vous, est-ce que les caprices existent? Et si oui, c'est quoi? Stéphanie, tu dis pour moi non, mais pour mon homme, oui. Ok. Virginie, tu dis avant oui, mais maintenant non. Tu crois pas. Ok. Aline, tu dis c'est plus un besoin qu'ils expriment. Ok. En fait, nos enfants, ils voient le monde d'une manière extrêmement simpliste. Pour eux, une fleur, c'est une fleur. Un stylo, c'est un stylo. Leur vêtement, c'est leur vêtement. Il n'y a pas de avant, il n'y a pas de après. En tout cas, très peu. Ça vient en grandissant. Même en tant qu'ado, c'est des choses qui peuvent être difficiles pour eux. De sentir le passé et le futur. Donc l'enfant est très, très dans le présent. Et donc son présent prend une place énorme dans sa vie. Et dans sa manière de voir, il ne voit que... il voit le monde avec que ce qu'il voit. La capacité à avoir donné un deuxième sens aux choses ne vient que quand l'enfant est plus grand, c'est-à-dire commence à arriver vers l'âge de 9-10 ans. Ça commence, oui, commence à pouvoir, par exemple, faire des blagues en jouant avec des mots, des choses comme ça. Ça vient que quand ils sont plus grands. Le métaphore, c'est quelque chose qui arrive encore beaucoup plus tard. Et c'est important pour nous de prendre ça en compte parce que nous, quand on regarde nos enfants, on a cette impression qu'ils font exprès, en effet. Alors qu'en fait, ils n'ont pas, ou en tout cas beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que ce qu'on en pense, cette capacité à se dire dans leur tête, si je fais ça, ça va impliquer ça, ce qui va me permettre d'avoir ça, et donc du coup, il va se passer ça. Ce genre de cheminement dans leurs pensées, ils n'ont pas ça. Et donc, en fait, en réalité, ils ne peuvent pas nous manipuler. Et on le voit avec les enfants, les tout petits, quand on joue à cache-cache avec eux.
Si vous jouez avec un enfant vers l'âge de 3, 4, même généralement 2, 3, 4 ans, c'est le plus flagrant où on joue à cache-cache. Et eux, du genre, moi j'ai ce papier devant moi, je ne vous vois pas. Pour un enfant de cet âge-là, il est à 100% caché. Tu ne peux pas le voir. Et ça fait rire. Parce que si eux, ils ne nous voient pas, c'est que forcément nous, on ne les voit pas. Mais eux, ils ne se rendent pas compte qu'il y a tout le reste de leur corps là, qui est sur le côté et qu'on voit à 100%. Et c'est drôle. C'est drôle. Et en même temps, c'est vraiment un indicateur fort de comment ils voient le monde, de comment ils comprennent le monde et de ce qu'ils sont capables ou pas capables de faire dans leurs intentions, dans les intentions qu'ils donnent à ce qu'ils font. Et nous, en fait, souvent en tant que parents, leurs comportements, et en particulier les comportements qui sont difficiles pour nous, quand nos enfants, on va venir voir ce comportement et on va se focaliser là-dessus. Et en fait, c'est comme se focaliser, si je prends la métaphore, parce que nous sommes capables de comprendre le monde par métaphore, quand je regarde, c'est comme si je regardais que le haut de l'iceberg. Je regarde que la partie visible du comportement de mon enfant. Et tant que je me focalise sur ça, ben du coup, en fait, non seulement je vais venir le critiquer ou le reprendre sur des comportements qui peuvent être, soit normal pour son âge, ou normal au vu du contexte, ben, du coup, en fait, je vais renforcer le comportement difficile que justement je ne veux pas avoir. C'est comme si je ne voyais qu'un mur devant moi et je viens me frapper encore et encore et encore contre ce mur et c'est juste que j'ai pas vu que si je passais assez à droite, je pouvais le contourner. Et souvent, on reste bloqué là-dessus. La clé de ça, c'est de venir apprendre comment on fait pour venir regarder la partie invisible de l'iceberg. On veut venir regarder qu'est-ce qui amène ce comportement difficile chez mon enfant. Parce que derrière chaque comportement de mon enfant, qu'il soit un comportement positif que j'aime ou un comportement négatif, un comportement difficile pour moi, qui n'est pas forcément le cas pour mon enfant, il y a toujours un message caché. Et ça, c'est vrai que ce soit pour un enfant ou un adulte. C'est comme, tu vois, nous, on a cette impression que forcément, nos enfants, ils savent. On a cette impression qu'ils devraient comprendre. On a cette impression qu'ils devraient juste faire ce qu'on leur dit de faire et point barre. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça pour eux et ça ne marche pas comme ça pour nous non plus, en fait. Je ne fais jamais ce que je fais, mon comportement, je ne le fais jamais pour faire du mal. Simplement faire du mal, gratuit. Ou si c'est ça, c'est que j'ai un souci psychologique, mais je pars du principe qu'on n'est pas du tout dans ce genre de cas. Je fais quelque chose parce que pour moi, c'est juste. Et donc, par exemple, moi, si je conduis ma voiture, le cadre, il peut être très clair, tu vois. Je conduis ma voiture, je sais que la limite de vitesse, c'est 50 km de l'heure. Mais je choisis de ne pas respecter cette règle. Et je roule au-dessus de la limite de vitesse. Est-ce que je fais ça parce que je veux avoir un accident de voiture et faire du mal à quelqu'un d'autre? Non. Je fais ça parce que j'estime que c'est juste pour moi, à cet instant-là, de dépasser la limite de vitesse. Parce que je suis en retard, je suis pressée, je suis impatiente, je suis dans l'urgence. Et oui, comme tu dis, c'est fini, on ne se rend pas compte. Et en fait, quand je dépasse la limite de vitesse, est-ce que ça change quelque chose pour moi de savoir que plus ma vitesse augmente, plus je risque d'avoir un accident et qu'il y a beaucoup de morts sur la route et que je risque dans mon avenir de faire partie de ces morts si je continue à rouler trop vite. C'est ça, ça ne change rien. On pense qu'à ça à ce moment-là.
Je ne pense qu'à mon besoin d'aller plus vite pour plein de raisons, parce que je suis pressée, parce que je suis en retard, parce que j'ai hâte d'y arriver, mais je ne pense pas du tout aux conséquences derrière. Ou peut-être que je vais me dire, oh là là, si du genre c'est 50 et que je suis à 100, alors là, je risque de perdre mon permis. Alors peut-être que je devrais ralentir à un moment donné. Et encore, si je suis arrivée à 100, au moment où je suis arrivée à 100, c'est que je m'estimais toujours dans une justesse. Ouais, d'où le régulateur, c'est tout à fait ça. Et ce que je veux que vous compreniez par là, que vous sentez, c'est que nous aussi, en fait, on fait les mêmes choses que nos enfants. On a des comportements difficiles et comme nos enfants, quand on fait des comportements qu'on ne devrait pas être en train de faire, des actions qu'on ne devrait pas finalement faire, ben, on s'estime dans une justesse du fait de les faire. On ne les fait pas pour embêter qui que ce soit forcément. On les fait parce que c'est ce qu'il y a de plus juste pour nous à ce moment-là. Par contre, tout comme la police a besoin de faire des choses pour venir m'impacter et impacter mon comportement pour que je respecte un maximum possible, si je peux dire comme ça, que je respecte le plus possible la limite de vitesse, ben la police, le gouvernement, ils mettent en place des choses pour m'inciter à respecter les limites de vitesse. Et c'est ça qu'on veut faire aussi avec nos enfants. On ne peut, comme on disait hier, je ne peux pas décider du comportement de mon enfant. Par contre, je peux mettre en place de vraies stratégies pour que mon comportement amène et impacte un comportement différent chez mon enfant. Et donc, par exemple, qu'est-ce que fait la police? Il nous parle de ses morts, mais en réalité, ok, peut-être si je connais quelqu'un qui meurt sur la route, là, ça va vraiment me faire beaucoup plus respecter les limites de vitesse. Mais tant que je ne suis pas impactée personnellement, ça reste juste un truc dans ma tête. Donc, c'est comme nous, quand notre enfant, du genre, il ne veut pas manger à table et que je lui dis, tu sais, il y a des enfants dans le monde qui n'ont même pas à manger. Lui, il est là, mais je m'en fous, quoi. Je m'en fous. Parce que ça ne m'impacte pas. Moi, j'ai à manger, donc c'est pas grave pour moi, en fait. C'est normal parce qu'ils sont pas, tout comme nous, si je ne suis pas impactée directement, ça n'a pas de sens pour moi. Ou en tout cas, pas autant que quand je ne suis pas impactée personnellement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? La police, par exemple, pour venir m'impacter, m'inciter à respecter la limite de vitesse, il y a des choses qu'ils peuvent faire en douceur. Par exemple, quand tu es sur l'autoroute et que tu vois ce panneau qui te dit... en France, ils font ça, je ne sais pas s'ils font ça en Belgique, mais sur l'autoroute, tu as des panneaux où ils ont vu que tu allais trop vite et ils te mettent ta plaque d'immatriculation. Ils te disent plaque, machin, truc, bidule, tu roules trop vite. Histoire de te dire, je te vois. Et juste ça, déjà, avec notre enfant, ça a un impact sur son comportement. Quand je lui dis, par exemple, on va aller voir juste après, on va regarder un peu les situations que vous m'avez envoyées. Il y en a sur le fait qu'à table, les enfants, ils bougent trop. Une chose que je peux faire, c'est dire à mon enfant, dis donc, tu bouges vraiment beaucoup. Du coup, en fait, ça fait que il se rend compte de ça, en fait. Parce que lui, il ne se voit pas d'extérieur. Tout comme moi, quand je roule trop vite, souvent, si je suis juste en train de rouler sur l'autoroute, je peux vite monter à 160 parce que je suis en train de penser à, je sais pas, qui me met en joie et dans l'excitation et j'appuie sur la pédale et j'y vais, quoi. Et d'avoir ce truc-là qui me dit plaque d'immatriculation, Emilia Fumabouret, tu roules trop vite, ça me fait, ah oui, j'ai pas senti. J'ai pas senti, j'ai trop appuyé. Donc, on a besoin aussi d'avoir ce rappel d'extérieur qui, c'est pas quelque chose, je viens dans quelque chose de négatif, c'est juste, je te vois. Là, tu fais je vois, est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Moi, je te vois. Il y a aussi le radar qui vient nous dire, ouh, là, tu vas avoir une amende. Il peut y avoir des conséquences.
il peut y avoir aussi mon passager qui va me dire là, ce que tu fais, c'est pas OK pour moi. Tu roules trop vite pour moi, je me sens pas en sécurité avec toi. Ce genre de choses-là, c'est déjà des choses qu'on peut mettre en place avec nos enfants. Ils n'ont pas besoin que ce soit forcément quelque chose de fort. Nous, on a cette impression-là parce que quand on s'est servi, comme nous toutes, je peux imaginer, de la méthode éducative, on crie, je menace, je punis. Le problème de ça, c'est que plus je le fais, plus à chaque fois, je dois surenchérir sur ce que j'ai mis en place par le passé. Et donc, on a cette impression que pour arriver à faire en sorte que mon enfant, il arrête de faire ce qu'il fait, ben, je dois venir encore plus fort. Si tu fais ça, tu n'auras plus de télé pour le reste de ta vie. Et donc, du coup, à un moment donné, on arrive dans des trucs comme ça où, tu vois, tu te dis, mais où on est? Je peux même pas l'appliquer, ma menace, quoi. Ma punition, c'est pas possible. Et ça n'a aucun impact. Au bout d'un moment, ça n'a plus d'effet. Mon enfant, il le sait très, très bien. Et donc, c'est pour ça que plus je crie, plus je menace, plus je punis, en fait, moins j'ai d'autorité, moins j'ai d'impact et plus j'ai de comportements difficiles. Et donc, on va regarder ensemble les situations que vous m'avez envoyées pour qu'on puisse commencer à voir ensemble le genre de questionnement et de stratégie que je donne aux mamans que j'accompagne. Ce qu'on fait ensemble, comment on vient regarder cette partie invisible de l'iceberg. Et donc, par exemple, il y en a une d'entre vous, elle m'a dit, à table, à la maison, par exemple, on a une table basse qui se relève comme on n'a plus notre table à manger. Dès que mon fils mange, il a tendance à toujours bouger, s'allonger, etc. Du coup, je lui dis une fois, deux fois, de s'asseoir correctement. Et à un moment où je vois qu'il n'écoute pas, je le redresse moi-même. Il rigole en se rallongeant, la bouche pleine du coup, et je le redresse encore, mais en commençant à élever le ton. Et là, il voit que je commence vraiment à m'énerver, comme il n'écoute pas, et il se met à pousser des cris. Il y a aussi une autre qui m'a dit, encore, tu vois, les deux, c'est pour ça que j'ai mis ensemble, à table, par exemple, le fait de ne pas fermer sa bouche en mangeant, de parler la bouche pleine, jouer avec ses couverts. Ma fille peut être en opposition. C'est souvent, c'est souvent le fait de ne pas vouloir faire ce qu'on dit. Dans ces deux exemples, il y a des choses qu'on a vues hier ensemble autour du stress. À table, c'est, comme on a parlé hier, c'est un moment de stress pour l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il a faim. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, je la laisse rentrer, Elisabeth. Dès que mes besoins physiologiques ne sont pas remplis, ça me met en stress. Et c'est vrai pour notre enfant et c'est vrai pour nous. Si j'ai faim, j'ai pas assez bu, j'ai pas assez dormi, j'ai pas assez fait d'exercice physique, je me suis pas assez dépensée. Toutes ces choses-là vont amener du stress. De par, en fait, mes besoins juste physiologiques. Donc, quand l'enfant arrive à table, déjà, il est en stress parce qu'il a faim. Deux, en particulier, selon d'où vous venez, comme moi, je suis américaine. Quand moi, je suis arrivée en France, j'ai découvert que à table, c'est quelque chose de très, très important culturellement, passer à table. Mais c'est aussi bourré de contraintes. Il y a le premier plat, et puis le deuxième plat, et puis le fromage, et puis le dessert. Pas forcément à chaque repas en France, mais beaucoup, tu vois. Et on s'attend à ce que les enfants ils restent assis sans bouger pendant une période assez longue. Même une demi-heure pour des enfants, ça peut être énorme. Moi, mes enfants, ils ne peuvent pas rester assis pendant une demi-heure, en tout cas pas beaucoup. Il faut que je mette en place des stratégies. Et ça, c'est des choses qu'on peut voir ensemble. En Amérique, c'est comment? En Amérique, c'est très, très souple en fait. Chacun arrive, il mange un peu et puis il repart dans beaucoup de familles. Donc, c'est du genre, je suis à table le temps que je mange.
Mais je ne reste pas forcément à table pour au-delà du temps de manger. Et donc, en particulier en France, c'est un moment de contrainte pour l'enfant. C'est un moment de stress et c'est un moment de contrainte. Et toute contrainte amène du stress. Et donc, la question, c'est, et peu importe après, les règles, les règles culturelles, ce sont des règles importantes de la société française. Et nous avons besoin d'apprendre à nos enfants à respecter ces règles-là. Ce qu'il y a, c'est comme je disais tout à l'heure sur le haut de l'iceberg, c'est que quand je regarde mon enfant et qu'il a du mal à rester assis, par exemple, à table, quand je bloque sur ça, c'est là où je viens me frapper contre le mur à chaque fois. Alors qu'en fait, j'ai besoin de venir regarder qu'est-ce qui fait, par exemple, qui bouge autant. Et c'est là, quand je m'ouvre à ce genre de questionnement-là, que du coup, je peux venir voir différents endroits où je peux expérimenter de nouvelles choses pour voir qu'est-ce qui va permettre à mon enfant de apprendre à rester assis à table. Et donc, ça peut être démarré par, quand il vient à table, le repas est prêt tout de suite. Ça peut être regarder l'environnement autour. Par exemple, la chaise sur laquelle mon enfant est assis. Pour un petit enfant, comme là, je sais que c'est 2 enfants de 3 ans, un petit enfant qui est assis sur une plus grande chaise, souvent ils aiment ça parce qu'ils veulent être grands. Et en même temps, sur une chaise d'adulte, souvent ils vont être assis sur les genoux pour être plus en hauteur. Et être assis sur les genoux, ça nous amène à bouger, de par juste la position de notre corps. Donc ça peut être, si je change la chaise, que la chaise est adaptée à la taille de mon enfant, est-ce que ça permet à mon enfant de rester assis plus longtemps ou pas? Je viens regarder aussi, est-ce que c'est normal en fait pour l'âge de mon enfant? À 3 ans, c'est normal que notre enfant a du mal à rester assis. Donc déjà, s'il reste assis 5 minutes, 10 minutes, c'est énorme. Ensuite, il va y avoir, tu vois, sur mon enfant, ensuite je vais regarder si ça marche toujours pas, du coup on vient continuer à regarder, à expérimenter. De quoi mon enfant il pourrait avoir encore besoin? Est-ce que, en fait, tu vois, il y a des enfants pour lesquels manger, c'est juste pas une priorité. Ça ne les intéresse pas. Ah voilà, en dessin, il peut rester 1h30. Et ouais. Donc le dessin apporte beaucoup plus à ton enfant, peut-être, que le repas. Il y a des enfants, ils vont avoir du mal à rester assis à table juste parce que c'est pas des gros mangeurs. Donc ils voient pas l'intérêt de rester à table. Ta fille à toi, Stéphanie, elle adore manger. C'est super. Donc c'est déjà un super bon point. Et donc c'est venir regarder à chaque fois qu'est-ce que je peux amener de différent. Et j'expérimente ça. Peut-être que je vais changer la chaise et ça va être le truc qui va tout changer. Peut-être pas. Peut-être pendant une durée courte. Oui, le moyen terme. Et après, ça va changer. Ce qu'on veut, c'est arrêter de venir nous frapper contre le mur. On va continuer à trouver comment je peux le contourner. Est-ce que ça a du sens pour vous? Et le truc, c'est que tant que je viens me frapper contre le mur, comme ça, me bloquer sur le comportement de mon enfant, c'est là où mon stress et le stress de mon enfant va augmenter et que je vais finir par vriller. Donc, je veux continuer à être en recherche. Stéphanie, tu me dis, mais quand on bloque, qu'est-ce qu'on fait sur les idées? Pour moi, quand on bloque, c'est qu'en fait, je reste focalisée sur le comportement et je ne viens pas assez dans le pourquoi, dans le comment, dans le qu'est-ce que j'ai déjà fait. Nos enfants aussi, ils sont... nous, avec nos enfants, on est beaucoup dans ce qui s'appelle le parent normatif. Dans le « tu dois faire ci, c'est comme ça, voilà la règle, tu dois le faire ». Et dès que je suis comme ça,
en fait, j'augmente le stress parce que j'augmente les contraintes. Quand je dis comme cette maman elle disait, et moi je l'ai fait aussi, mais pendant hyper longtemps, alors je compte jusqu'à 3. Et ça met du stress en fait. Ça met du stress. Donc, ça peut aller, c'est quelque chose qui peut parfois, c'est se servir de la peur. Qu'est-ce qui va se passer si je ne le fais pas? Toujours, l'ancienne méthode éducative se sert de la peur comme levier. Donc, c'est mon choix après en tant que parent. Est-ce que je veux me servir de la peur comme levier ou est-ce que je veux me servir de la joie comme levier? Moi, avant, j'étais dans la peur et un jour, j'ai dit stop. Stop, parce que je me suis rendu compte de l'impact que ça avait sur mes enfants, de l'impact que ça avait eu sur moi et le chemin sur lequel ça m'a amené en tant qu'adulte. Et ça, je ne voulais pas. Moi, j'avais été victime de harcèlement, j'avais été victime de dépression et je ne voulais pas que mes enfants ils aillent sur ce même chemin. Et donc, j'ai changé radicalement. Et j'ai dit, on va aller vers la joie. Ce qui ne veut pas dire que c'est le laxisme. Ça veut dire que je vais chercher qu'est-ce qui va mettre mon enfant en joie. Parce que c'est comme tu dis, Stéphanie, ta fille, elle peut rester 1h30 à dessiner. Imagine qu'elle avait tellement de joie à venir à table qu'elle reste pendant 1h30. Qu'est-ce que tu peux amener dans le contexte de venir à table qui pourrait réveiller ça en elle? C'est ça la question en fait. Un chevalet, pourquoi pas? Pourquoi pas? Qui sait? L'idée, tu vois, en fait, nous, avec tout ce côté, je dois, c'est comme ça, la règle c'est ça, c'est interdit. En fait, avec tout ça, on met des limites à notre enfant. Et je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de limites, on a besoin de cadres. Par contre, on a besoin d'un cadre qui donne aussi de la liberté. Et quand je suis que dans ces limites, tu dois, c'est interdit, etc., du coup, je m'enferme. Et j'enferme mon enfant aussi dans ce comportement. C'est pour ça qu'il va continuer à le reproduire. Lui aussi, il va continuer à se frapper contre le mur. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est ouvrir tout ça. Parce qu'en réalité, il n'y a que des solutions. C'est pour ça que je dis toujours, vous n'avez pas besoin, à mon sens, d'aller sur Internet pour trouver des outils en parentalité. Tout ce dont vous avez besoin, c'est à l'intérieur de vous. C'est ce questionnement, c'est cette joie. C'est juste que parfois, c'est difficile d'y aller parce qu'il y a trop de choses qui nous bloquent. Il y a notre parent à l'intérieur de nous, dans notre tête, qui nous dit « tu peux pas faire ça ». Je dis ce que tu dis, Aurélie, peut-être aussi que ça génère en moi, ce que ça génère en moi en tant que parent, pourquoi je bloque sur ce point particulier, c'est ça. Pourquoi c'est si important que mon enfant ne bouge pas à table, par exemple? Est-ce que j'ai peur? Ça m'énerve. Ben oui, je sais. Mais qu'est-ce qui nous énerve? Peur qu'il tombe, besoin de sécurité. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour qu'il n'y ait plus ça? Par exemple, si on mangeait par terre, est-ce que ça changerait quelque chose pour moi? On fait un repas à la japonaise ou à l'indienne. On fait un pique-nique à l'intérieur parce que c'est l'hiver. Tout est possible. Ce que j'ai besoin de venir voir, c'est pourquoi c'est tellement important pour moi que mon enfant il fasse ça. Je suis ouverte, mais mon enfant, pas... Non. Et donc, c'est intéressant, tu vois. J'adore le conflit. J'adore ça. Mais je ne l'aimais pas avant. Avant, ça me faisait peur, le conflit. Ça me faisait peur parce que, enfant, le conflit, c'était source de violence. Je ne connaissais pas la colère saine. Je ne connaissais que la violence. Et pour moi, la colère était équivalent à la violence. Conflit égale colère égale violence. Mais aujourd'hui, je sais que le conflit, c'est génial parce que le conflit est source de transformation. Quand je sais gérer le conflit, quand je sais me servir du conflit, le conflit amène du changement qui peut être juste pour chacun.
Et c'est comme ça, en fait, tu vois, que quand je regarde les comportements difficiles de mes enfants, je me dis, mais ok, ça, j'aime pas. Mon conjoint, il n'aime pas. Tu vois, il y a des choses que moi, me touchent, mais absolument pas. Et lui, ça le fait vriller en 2 millisecondes. Et pareil dans différentes choses. Et le truc, c'est que le conflit, quand on vient ouvrir, tu vois, qu'est-ce qui fait que j'aime pas, que j'accepte pas que mon enfant il bouge à table? C'est déjà le conflit est là en fait. Hein. Toi, tu bouges, moi, je veux pas que tu bouges. Je veux que tu restes assis. Un point, c'est tout. Bah, quand je viens voir, ok, qu'est-ce qui fait que tu bouges? De quoi tu as besoin? Qu'est-ce qui fait que moi, j'aime pas ça? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour me rapprocher de toi? Pour faire que ou t'amener à arrêter de bouger, ou me permettre d'accepter que tu bouges, ou un peu des deux. Bah, du coup, je peux venir au milieu et on peut trouver un chemin commun qui est juste pour chacun. C'est ça qui amène le conflit. Quand on sait l'ouvrir, donner de la place à chacun en fait. Toi, mon enfant de 3 ans, aujourd'hui, tu bouges beaucoup pour moi quand tu es à table et c'est difficile pour moi. Comment est-ce que je peux faire pour que ce soit moins difficile pour moi ou même OK pour moi? Et comment je peux accompagner mon enfant pour qu'il apprenne à rester assis calmement? On vient se rejoindre. Mais quand il va recevoir des directives moins souples de l'extérieur, ah ouais, à quoi tu penses exactement, Aurélie? Par exemple, à l'école. Tu sais, c'est drôle parce qu'il y avait une autre maman qui m'a parlé de l'école. La question, c'est est-ce que tu lui donnes les outils? Ben, c'est une solution. Est-ce que c'est moi qui décide de ce qui se passe à l'école? Non, je ne le décide pas. C'est encore un contexte où je ne suis pas là, où je ne décide pas, que je ne contrôle pas. Et donc, c'est toujours la question, qu'est-ce que je peux faire pour impacter? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour impacter une situation à l'école qui ne me convient pas? Et si oui, comment je peux l'impacter? Donc, par exemple, oui, ça peut très bien se passer, bien sûr, tu as raison Stéphanie, ça peut très bien se passer avec l'enseignant. Mon enfant, il peut aussi avoir un enseignant avec qui ça se passe mal, ou difficilement, ou qui ne comprend pas mon enfant, qui ne comprend pas pourquoi il ne peut pas rester assis à son bureau. Et donc, Aurélie, tu dis, mais si nous ne faisons pas un pas vers lui à la maison, et je suis d'accord avec cela, il peut ne pas comprendre pourquoi en dehors les gens ne sont pas souples. Mais si nous faisons un pas vers lui à la maison, il peut ne pas comprendre pourquoi en dehors les gens ne sont pas souples. Et alors, j'ai envie de dire, en fait, on les projette une fausse réalité. Non, en fait. Enfin, pour moi, quand je fais un pas vers mon enfant, c'est que je lui enseigne comment lui aussi peut faire un pas vers l'autre. Si je fais comme tout le monde à l'extérieur, qui manque de souplesse, j'apprends à mon enfant à lui aussi manquer de souplesse. Quand moi je suis dans l'ancienne méthode éducative, c'est une méthode dans laquelle c'est ou moi ou c'est toi. Il y a toujours une personne qui domine et une personne qui est dominée. C'est ce que j'entends quand tu dis les gens ne sont pas souples. C'est que ces gens qui ne sont pas souples, ils sont dans ce paradigme-là. Moi ou toi ou moi. Quand je fais un pas vers mon enfant, c'est pas que je donne 100% raison à ce qu'il dit, mais c'est que je lui dis j'entends ce que tu dis. Dans le conflit, je ne suis pas obligée d'être d'accord avec l'autre. Par contre, pour résoudre un conflit d'une manière qui est juste pour chacun, le plus possible, j'ai besoin de dire à l'autre je comprends ton point de vue. Voici le mien. Qu'est-ce que tu en penses? Et on continue à discuter. On n'est pas obligé d'être d'accord l'un avec l'autre. Mais plus moi je dis à mon enfant, je suis dans cette position du parent qui dit c'est comme ça, un point c'est tout. Ben, c'est là où moi je domine et mon enfant il est dominé. Et lui va reproduire ça dans sa vie à lui, à l'école par exemple.
dans ses relations avec ses copains, avec la maîtresse. Ou par exemple, je peux avoir un enfant avec une maîtresse il y a des adultes, tu vois, qui sont des adultes dans une position dominée. Et donc, mon enfant, il peut très bien prendre la position de dominant vis-à-vis de sa maîtresse. Si je suis dans ce paradigme-là avec lui, dans ce rapport. Je lis ce que tu dis, Coralie, avoir un cocon familial qui permet d'exprimer ses besoins, permet aussi d'accepter une certaine rigidité extérieure, car pas constante, développer l'empathie. Tout à fait. Nous avons tous besoin d'un endroit où on peut dire ce qui se passe pour nous, où on peut être qui nous sommes véritablement. C'est on ne peut plus précieux. Virginie, tu dis, il n'y a pas besoin d'attendre adulte. Parfois, les bébés en jouets prennent cher. Bah oui, bien sûr. Nos enfants, ils reproduisent ce même schéma-là avec leurs jouets, c'est sûr. Exactement. Ça fait partie aussi du fonctionnement de l'enfant. Je retraduis ce que je comprends du monde au travers mes jeux et mes jouets. Il est 13h54 et donc on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Devoir, tu vois encore. Et donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'étais vraiment ravie de faire ça avec vous. Qu'est-ce que j'aime vous transmettre toutes ces belles choses. J'espère vous avoir permis de comprendre encore des choses et d'avancer dans votre vie de maman avec vos enfants. Comme à chaque fois, je vous invite à mettre en commentaire avec quoi vous repartez. Qu'est-ce que vous gardez de cette heure que nous avons passée ensemble? Elisabeth, tu dis merci pour toutes les informations, merci de votre voix douce, merci pour toutes ces clés. Avec grand plaisir, Elisabeth. Avec quoi tu repars? Qu'est-ce qui a été précieux pour toi? Aline, tu dis un travail à faire sur moi. Ok. Stéphanie, tu dis regarder la partie cachée de l'iceberg. Yes. Aurélie, tu dis oui aussi. Et le fait qu'il ne peut pas manipuler. Oui, super. Virginie, tu dis écouter encore plus. Oui, écouter encore plus nos enfants, c'est sûr. Coralie, tu dis créer des solutions créatives. Ouais. Et Aurélie, il est tellement coquin parfois, je me pose des questions. Ouais. Et Elisabeth, tu dis oui, écoutez, faire plus attention. Super. Ah, j'aime tout ce que vous en tirez. C'est magnifique. Merci. Aurélie, tu dis encore pas de méchanceté profonde. Merci de nous l'avoir rappelé. Merci. Et ouais. Elisabeth, ça m'a fait du bien. Je repars calme et sereine. Yes! Merci à vous. Moi aussi, je repars avec pleine de joie, pleine de gratitude envers vous. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous et je vous dis à demain. C'est l'effet Emilia, Stéphanie. Au revoir à chacune. Gros bisous. Ciao, ciao. À demain.